Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est aux 5 éléments essentiels pour faire une photo et je vais les classer pour moi par ordre d'importance. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour moi, les 5 éléments essentiels pour faire une photo, c'est l'exposition, c'est le diaphragme, c'est la vitesse, c'est la composition et puis c'est la netteté de votre image. Et donc pour moi, le moins important de tous, je suis désolé, je sais que ça va faire bondir certains, mais c'est l'exposition. Et en fait, je suis assez surpris de voir sur beaucoup de commentaires, que ce soit dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos, je vois beaucoup de commentaires qui sont autour de l'exposition. Alors autant je peux comprendre, ça fait du sens, vous faites du portrait, vous faites de la nature morte, vous faites des photos de produits, l'exposition a vraiment un caractère très important dans votre image. Mais lorsque vous êtes sur la photo de paysage, pour moi je trouve que c'est vraiment dans votre image le caractère, le critère le moins important. Alors j'ai eu récemment une discussion où on me dit ouais, en fait tu exposes mal tes images parce qu'effectivement donc l'appareil photo il fait une exposition pour atteindre un niveau de gris et donc il faudrait compenser l'exposition et patati et patata. Et c'est complètement vrai. Je veux dire, je remets pas en cause ce qui a été expliqué dans les commentaires. Mais pour ce qui est de la photo de paysage, pour moi, le mieux, ou du moins les principales choses à faire attention dans l'exposition, c'est de ne pas être trop sous-exposé ou de ne pas être trop surexposé. Alors je vous dis souvent, on essaye de pousser à droite l'histogramme, et là encore sur l'histogramme, j'ai beaucoup de commentaires comme quoi l'histogramme de l'appareil photo qu'on a ici sur l'écran, c'est l'histogramme du JPEG et pas du RAW. Ça aussi, c'est complètement vrai. Néanmoins, il nous donne des indications sur comment je suis porté sur les hautes et sur les basses lumières, et si vraiment vous voulez pas utiliser l'histogramme, donc il y a aussi cette possibilité dans les appareils photo de mettre en surbrillance les parties surexposées, donc vous pouvez voir les parties surexposées. Et pour moi, ça c'est important de pas surexposer, parce que tout ce qui est surexposé, c'est blanc et c'est fini, vous récupérez plus rien, et de pas trop sous-exposer, parce que même si on a plus, je dirais, de latitude sous les sous-expositions, si vous êtes vraiment très fortement sous-exposé, vous allez ramener du bruit dans votre image, donc c'est pas bon. Alors, pas trop sous-exposé, pas trop surexposé, et donc c'est la seule chose que je vais regarder, parce qu'après je vais vous prendre une image ici pour vous montrer ce que j'en pense. Que vous soyez bien exposé, sous-exposé, surexposé, pas trop surexposé, quand vous allez retourner dans Lightroom, tout ça vous allez pouvoir le récupérer, les 3 images, vous allez voir qu'ils vont avoir un rendu qui est relativement identique dans les 3 cas. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc j'ai une image, alors je vais être 100% honnête avec vous, les images que vous allez voir plus tard ne sont pas les images qu'on va prendre là tout de suite, parce que le soleil s'est levé, donc je me suis vraiment intéressé à prendre ces images lorsque je suis arrivé. Mais vous pouvez voir donc ici l'image que je suis en train de cadrer. Donc en fait j'ai un super contre-jour, et je me suis aperçu, je suis en train de m'apercevoir que je suis très fortement porté en ce moment sur les contre-jours. Alors je pense que c'est dû aux lumières basses et puis à cette végétation qui est pas trop dense, qui fait qu'on a des éclairages qui, je trouve, sont relativement sympathiques. Mais ouais, j'ai pas mal d'images en ce moment qui sont sous-exposées. Ah, mon appareil photo s'est mis en pause comme d'habitude. Donc vous voyez ici mon image, donc vous voyez ici que je suis fortement sous-exposé. Alors en fait je suis même moins sous-exposé que je l'étais, parce que là j'ai augmenté le soleil s'est levé, donc du coup ça a augmenté la luminosité. Mais vous voyez ici j'ai une photo qui est fortement sous-exposée. Si je continue à monter, donc là c'est ce que mon appareil photo me dirait être bien exposé, et vous voyez que déjà j'ai pas mal de blanc. Et puis donc là, je suis complètement surexposé. Donc surexposé, ça va pas marcher. Exposé comme l'appareil photo me le demanderait ici, c'est pas non plus super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre des images légèrement sous-exposées et complètement sous-exposé, donc surtout pour ne pas avoir trop de basse lumière. Alors là, probablement un peu trop, parce que comme je vous disais, trop sous-exposé, je vais ramener du bruit quand je vais déboucher les ombres. Mais on va faire quelque chose entre ici et ici, et on va prendre les 3 images. Les 3 images, je vais vous les développer sur Lightroom, mais vous allez voir qu'il va y avoir très peu de différence au niveau de l'exposition une fois qu'elles sont rendues dans Lightroom. Donc c'est pour ça que pour moi, je dis l'exposition, oui, il faut y faire attention, il faut faire attention à certains critères, mais l'exposition pour moi c'est pas le critère le plus important lorsqu'on fait une image.
Dernière petite précision, donc en fait sur les images que vous allez voir, la toute dernière, donc c'est un montage de 2 images. J'ai pris en fait toutes mes images à f13, j'ai fait la mise au point donc sur le boulot qui est devant. La première série d'images était un peu plus décalée sur la gauche, la deuxième je suis cadré exactement comme vous le voyez là ici à l'instant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi une image en fait du soleil étoilé à f22. C'est pour ça que vous voyez que tout à l'heure et encore maintenant mon appareil est réglé sur du f22 parce que je voulais donner ce phénomène étoilé sur le soleil que je trouve toujours relativement sympathique. Alors malheureusement quand j'ai pris ma première image, j'ai pu avoir le soleil étoilé. Quand je me suis déporté sur la gauche, il était déjà beaucoup trop haut et donc le phénomène étoilé était pas super. Mais en tout cas, il reste présent. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous laisse regarder donc toute cette série d'images. Et puis on se retrouve après pour la suite de mes explications sur les facteurs importants pour une belle image en photographie de paysage. Alors voilà, vous avez vu les images, donc je vous disais les 5 facteurs qui sont importants. Pour moi, le 3 et le 4 sont intimement liés puisqu'on parle de la vitesse et puis on parle du diaphragme, mais c'est tout ce qui va donner en fait, je dirais, l'histoire, qui va continuer à raconter l'histoire de votre image. Si vous choisissez une vitesse qui est lente sur un sujet qui bouge, vous allez avoir du flou. Si vous choisissez une vitesse rapide, vous allez avoir un mouvement qui est figé. Si vous sélectionnez un diaphragme qui est grand ouvert, et ben vous allez avoir une faible profondeur de champ. Si vous fermez, vous allez avoir une grande profondeur de champ. Donc en fait, c'est ce qui va finir par raconter votre histoire. Et donc la vitesse est la priorité. La vitesse et le diaphragme, excusez-moi, sont les 2 facteurs importants. Pourquoi j'ai mis la vitesse en 4 et le diaphragme en 3? Parce que bien souvent, pour nous, photographes de paysage, c'est plus la profondeur de champ qui importe que la vitesse. On se retrouve vraiment dans très peu de cas où la vitesse a une influence. Alors oui, lorsqu'il y a du vent, lorsque les feuilles bougent, et c'est là où on va intégrer cette notion de est-ce que je veux voir mes feuilles bouger pour dire il y avait du vent, ou est-ce que je veux garder une vitesse lente quand on a des flocons de neige qui tombent pour avoir ces traits, pour montrer la neige qui tombe et la violence de la neige qui tombe, violence entre guillemets. Donc voilà, la vitesse est un critère important, mais c'est probablement celui qu'on a le moins à s'inquiéter quelque part en photographie de paysage, du moins c'est mon avis. Et là encore une fois, je vous invite de toute façon sur tout ce que je dis dans les commentaires à me donner votre avis sur tout ce que j'ai dit. Et puis après c'est le diaphragme. Donc vous avez vu sur cette image, notamment sur la deuxième, où je me suis un peu plus porté sur la gauche. Donc j'avais un boulot ici qui est devant moi. Donc je vous remets l'image à l'écran. Donc vous voyez en fait que j'avais un boulot qui est à 3,50 m, 4 mètres devant moi, et puis je voulais aller jusqu'à l'infini, sachant qu'à l'infini j'avais des hautes lumières, donc j'avais pas forcément besoin d'une bonne netteté. Donc j'avais choisi un diaphragme de 13 pour avoir une bonne netteté en fait sur les tout premiers plans, et puis quasiment jusqu'à l'infini. Le f22 que j'avais sélectionné, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'était simplement pour avoir cet phénomène en fait d'étoiles sur le soleil à la fin. Mais un f13 il a été nettement suffisant. Donc voilà, quand on est dans ces conditions-là en photo de paysage, l'exposition pour moi, moins important, la vitesse et le diaphragme. Donc on arrive maintenant au numéro 2 de mon classement, qui est la composition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger d'endroit, et puis on va parler un petit peu plus de la composition juste après. Allez, je remballe, et puis on va parler de ça. Alors ensuite, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte le plus, le facteur numéro 2, c'est la composition. Je dirais que les 3 autres facteurs,
si on s'est trompé sur le terrain, il y a encore probablement moyen de faire quelque chose de l'image au développement. La focale, la vitesse, c'est déjà un peu plus embêtant parce que l'histoire ne va plus être la même dans votre image. Néanmoins, votre image n'est pas forcément à rater. La composition, si vous avez une mauvaise composition, pour moi, c'est là ça commence à devenir compliqué parce qu'on pourra toujours essayer de recadrer sur l'ordinateur. Mais ça va être difficile de garder le spectateur, le lecteur dans l'image, parce que le but de la composition, c'est ça. Le but de la composition, c'est d'éviter d'avoir une consommation style TikTok ou Instagram, pouf pouf, je passe sur les images et je m'y arrête pas. Non, l'intérêt d'une bonne composition, c'est que justement, quand vous regardez ou quand le spectateur regarde l'image, il a envie de rester dedans, il voyage dans l'image et au fur et à mesure où il voyage dans l'image, il voit des choses différentes. Donc c'est là pour moi où je pense que le fait d'avoir une composition qui est bien faite est importante. Alors une composition bien faite, ça commence toujours par non pas l'appareil sur le pied, mais l'appareil dans la main, de faire beaucoup d'essais pour voir comment se placer. Et puis malgré tout, une fois que vous avez fait une composition, d'essayer d'en refaire une autre et une autre et une autre. Je vous en avais parlé, ça c'est pour construire finalement son expérience, construire sa créativité et donc retrouver finalement qu'est-ce qui marche le mieux en termes de composition et puis en termes d'image et donc de progresser comme ceci. Donc les éléments importants d'une composition, très rapidement, c'est d'avoir des éléments sur les bords de l'image qui vont empêcher de sortir de l'image, c'est d'avoir des lignes directrices ou des choses intéressantes sur le premier plan qui vont aider à guider, et puis quelque chose dans l'arrière-plan quand on prend des photos de paysage qui vont arrêter l'œil, et donc ça va faire que l'œil va pouvoir circuler correctement dans l'image. Donc ici je suis dans ce genre de situation là, puisque j'ai des bouleaux, donc j'ai la forêt un peu sur la gauche, j'ai un sapin sur la droite, donc une essence différente par rapport au boulot. J'ai les bouleaux, j'ai les bruyères en premier plan, donc j'ai des choses qui sont intéressantes. Ce que j'essaye d'attendre, c'est que le soleil se lève pour déboucher un peu les ombres là sur les bouleaux qui sont devant. Mais en tout cas derrière, j'ai le ciel bleu. Alors le soleil en se levant, le problème c'est que les couleurs qui étaient un peu jaune orangé, je dirais, deviennent maintenant jaune, voire complètement blanches. Bon, c'est pas trop grave, le ciel dans le fond reste bleu, donc le fait d'avoir des ombres de débouchés, ça va être intéressant. Alors vous le voyez probablement mon ombre sur le premier plan là, sur les images que je vous ai montrées, donc je vais me baisser pour prendre l'image finale pour éviter d'avoir mon ombre sur le premier plan. Et puis là, comme le soleil est en train de monter, mon ombre est de plus en plus proche devant moi, donc ça va pas être un souci. Donc je vais regarder mon image. Vous avouerez que pour l'instant j'ai encore un doute entre paysage et portrait, donc je vais regarder ce que je cadre, je m'installe sur le pied et puis après je vous parle des réglages. C'est parti. Bon écoutez, je suis en place, je suis par contre pas sûr que le soleil va se positionner relativement haut pour pouvoir éclairer finalement sur la partie des bouleaux qui sont en face de moi. Il commence à éclairer légèrement là les sapins qui sont derrière le boulot au premier plan. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je viens de voir quelque chose de bouger dans les bruyère et je sais pas si c'était un oiseau ou un écureuil qui vient de passer sur l'arbre. Enfin bref, je l'ai pas vu donc je pourrais pas vous dire. Donc voilà, donc par contre j'ai ce sapin là, ce pin qui projette une ombre sur celui qui est à gauche, ça me gêne un peu. Mais donc vous voyez, c'est tout ça, c'est tous ces éléments là qu'il faut prendre en compte lorsque vous prenez votre image. Donc je suis probablement pas sur les bonnes conditions ici. Ensuite, je vous l'avais expliqué, il faut savoir un peu bouger. Donc là, je pense que je suis sur ce qui est probablement le mieux pour ma composition. Alors si je voulais vraiment être puriste, je dirais que j'ai encore quelque chose qui me gêne un peu. Et ce quelque chose, c'est, si vous voulez, le boulot qui est ici à gauche, donc vous voyez probablement ici. Donc on a une branche qui vient un peu toucher sur le sapin. Donc j'ai essayé de me décaler un peu dans tous les sens et malheureusement je l'ai pas. Donc ici c'est ce qui m'a paru le mieux. Je me baisse parce que c'est pour vous montrer à quel niveau je suis. Parce qu'en fait c'est ce qui a remonté cette branche et qui du coup je trouve donne quelque chose d'un petit peu plus propre sur ma composition, on va dire. Hop, je suis désolé, ça vient de se remettre en pause. Donc vous avez sur la gauche le boulot, sur la droite le sapin, et donc encore un peu plus loin, donc vous avez des bouleaux. Donc forcément ma composition elle est probablement trop large ici, trop de choses. Donc je vais la réduire. Donc forcément en la réduisant, je perds un peu de la hauteur de mon sapin.
Et donc c'est là où j'ai hésité à passer en paysage. Donc vous voyez, entre faire quelque chose ici, donc soit ici en portrait, ou soit vraiment tourner mon appareil en paysage. Mais en paysage, j'ai pas assez d'informations, trop de premier plan. Je veux pas non plus perdre du premier plan. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre quelque chose comme ça. Hop. Donc, je pense que là, je suis bien, du moins pour ce qui est de la hauteur. On va resserrer un petit peu plus le cadrage par rapport au boulot. Donc hop, je veux juste m'assurer qu'ici, sur le côté, ouais, je coupe pas le boulot. Donc en fait, il y a l'intersection entre le tronc du sapin et le tronc du bouleau qui va à gauche. Et du coup, je suis même en train de me demander si finalement je ne devrais pas complètement partir comme ceci. Vous voyez, pour éviter ce sapin et cette branche de bouleau qui se coupe. Donc là, j'ai probablement quelque chose de mieux. Le fait que j'ai le sapin dans le fond ici, qui est entier, je trouve que du coup, ça gêne moins sur celui sur la gauche. Alors sur la gauche, probablement que lui, je pourrais aussi un peu couper, ou du moins le rapprocher du bord. Donc faire quelque chose comme ceci. Donc là, il va falloir que du coup, je tourne et que je ragrandisse un tout petit peu. Donc on va essayer de le faire en une seule fois. Et donc on va réécarter un petit peu. Tac. Et donc voilà, je trouve que c'est une composition alors un petit peu mieux. Ce qui me gêne maintenant, vous voyez, au fur et à mesure que je suis en train de faire la composition avec vous, c'est que bon, il va falloir bien sûr que je règle mieux tout ça pour que vous puissiez les voir. Donc on a voilà, on a les boulots au premier plan. Donc je descends vraiment à mon exposition pour que vous puissiez les voir. Donc c'est eux qui vont combler le milieu finalement de mon image. Donc vous voyez, il faut que je combine quelque chose entre ça et ça. Donc on en revient à mon explication de tout à l'heure où ici je suis surexposé et donc je ne vais pas pouvoir récupérer le contraste sur mes boulots. Et ici je suis sous-exposé. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, et je sais que ça fait râler beaucoup, mais je me cale sur la droite avec mon histogramme, celui de l'image JPEG sur mon image. Donc je vais essayer de cacher un peu tout ça. Ah, je pense que j'ai pas pris de photo. Ah oui, c'est parce que je passe le gant devant l'œilleton et donc il considère que je suis en train de mettre mon œil. Donc je vais probablement faire quelque chose comme ceci. Vous voyez, si je remonte un tout petit peu là, poum, je suis en contact. Alors par contre, ma profondeur de champ, donc je vais faire une mise au point qui va être sur le premier plan. Mais avant qu'on passe sur la mise au point, vous voyez, en tout cas, je suis voilà, c'est ma composition. Donc on a bien, si vous voulez, des éléments sur le côté qui cadrent. Le sapin donc qui part sur la hauteur et les bouleaux qui sont dans le plein milieu avec ce contraste entre le blanc et le bleu, donc qui amène un peu, je dirais aussi, de contraste de couleur entre le bas de mon image qui est jaune et le haut de mon image qui est bleu. Donc on a ici sur des couleurs complémentaires. Donc du coup on a quelque chose d'intéressant. Et donc on a une image qui est bien meublée et donc qui va permettre aux spectateurs d'avoir l'œil qui circule dans l'image. Donc bien sûr, après ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise au point. Donc là, c'est là où probablement il va falloir que je mette un focus stack parce que là je suis presque 50 mm. Si je fais ma mise au point ici, hop, on va regarder ça, mais je pense que alors, je suis au 48 mm et je suis quand même à 4 mètres, ce qui me surprend. Est-ce que j'ai bien fait la mise au point? Ah ouais, un peu moins de 4 mètres, je suis à 3 mètres. Donc écoutez, je suis à 3 mètres à 50 mm, donc c'est clair que là, il va falloir au moins que j'aille chercher du F14. Donc du coup il va falloir que je réajuste ma vitesse, mais ici je dirais que ma vitesse m'importe peu. J'ai pas de vent. Si j'avais du vent, probablement que là je monterais en sensibilité, mais c'est pas le cas. Donc là vous voyez, je continue. Tac, ici je touche pas sur la droite, ici je commence à toucher, à surexposer. Donc je vais garder quelque chose comme ceci. Donc je vais refaire ma mise au point et donc je vais faire ici un focus stack malgré tout. Je vais faire une première image à F14. Je pense que j'aurai suffisamment pour aller jusque dans le fond, mais par précaution, je vais en refaire une autre après. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord
aussi une image. Donc là, j'ai la mise au point sur les bruyères. Je vais faire une mise au point sur le bouleau et puis une mise au point dans le fond. Donc le bouleau, celui à gauche, et puis ensuite vers le fond de mon image. Donc je vais faire 3 images. Très honnêtement, mon intention ici, là, elle est beaucoup plus de rester sur l'image avec la mise au point sur le premier plan. Mais on va voir si j'en ai besoin. Alors je vous disais qu'il faut que j'arrête de faire des focus stack, mais quand je suis dans ce genre de situation, j'ai toujours un peu de doute et donc je préfère revenir à la maison avec les 3 images qu'avec une seule image qui justement n'a pas la profondeur de champ espérée. Voilà, donc je vous ai tout dit sur la composition. Je prends l'image et puis on regarde ça à l'écran. Allez, c'est parti. Et donc le dernier critère relativement important, c'est bien sûr la netteté de votre image. Donc la netteté, elle passe par le matériel, par vos lentilles. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo en vous disant c'est vraiment hyper important de mettre de l'argent plus dans la lentille que dans le boîtier, parce que c'est ce qui va vous aider à avoir de la bonne netteté sur vos images, et puis c'est aussi de vous stabiliser, de vous monter sur le pied, de mettre un retardateur de 2 secondes pour pouvoir stabiliser votre appareil avant de prendre l'image, parce que rien de plus embêtant que d'avoir du flou, notamment le flou de bouger sur une image lorsque vous la regardez, et puis d'avoir de la bonne netteté avec de la bonne définition sur les éléments les plus fins de l'image. C'est ce qui va vraiment donner le pep supplémentaire à votre image. Les logiciels de traitement peuvent vous aider à l'améliorer, mais ça peut donner aussi un effet qui est surréel, et donc c'est vraiment important de le faire à la prise de vue, d'avoir le bon matériel et de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas avoir de bouger sur son image. Donc voilà, moi j'ai posé mon sac, je sais pas si vous le voyez derrière moi, il y a 3 chaînes. Je vais sortir le 70-200 pour faire une dernière image que je vais vous montrer juste après. Mais en tout cas, c'est fini pour le tuto d'aujourd'hui, donc j'espère que vous aurez apprécié, et j'ai pas de doute. Laissez-moi dans vos commentaires votre avis sur les 5 éléments pour prendre une photo de paysage, la façon dont je les ai classés. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Je vous laisse faire tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous, au revoir.